un écran géant. Nous sommes ensemble et je viendrai d'ailleurs chanter avec eux dehors aussi la Marseillaise à la fin du discours. Vive la France, vive la nation! Non, ce n'est pas par la fin que je commence. C'est bien par le début, puisque c'est ici, à Lille, dans un de ces lieux où souffle l'esprit de la résistance française, où se ressent le souffle brûlant et chaleureux de son peuple rassemblé, comme à chaque fois que la patrie menacée fait appel à lui, que résonnent les cris traditionnels de la patrie en danger. Vive la France! Vive la nation! Alors merci Lillois, gens du Nord et du Pas-de-Calais de votre présence et de montrer que la France est toujours la France puisque vous êtes ici. Vous voyez votre subi par Lille et dont le dernier, en 1940, fut encore plus glorieux que les autres. Car de Bouvines à Rocroi, de Wattignies à Mêlée-les-Flandres en 1914, c'est souvent ici que s'est jouée la survie de la patrie. Et celle-ci n'a jamais fait en vain appel à vous. Et vous êtes là aujourd'hui comme vos pères, vos aïeux l'ont été avant vous. Mais si votre présence me réchauffe le cœur, elle ne me fait pas oublier mon trajet à travers la région. Un chemin de croix, pas d'une promenade. C'est au milieu de cimetières industriels, de mines fermées, de ces terrils, tristes survivances de notre puissance passée, que je suis allé vers vous. C'est au milieu de ces usines désertées ou réduites, au profit de celles que Renault construit au Maroc, enseignant les ateliers de Douai, que je suis venu. C'est par ma chère Hénin-Beaumont, ville symbole de souffrance et de la désespérance de notre peuple, que je suis arrivé. Et c'est la vue de ces fantômes, de notre grandeur industrielle passée, par la rencontre de ces longs cortèges de chômeurs abandonnés, c'est cela qui est à l'origine de la rage que j'ai senti monter. Rage que provoque cette humiliation nationale, incarnée par cette misère grandissante et sur laquelle les deux candidats de droite et de gauche à l'élection présidentielle, je devrais dire les deux préposés au recouvrement des créances bancaires, Nicolas Sarkozy et François Hollande, versent des larmes de crocodile. Et pendant ce temps-là, le meilleur allié de Mme Parisot, vous savez, l'insulteur public, l'idiot utile du système, M. Mélenchon, croit que porter une écharpe rouge et imiter Georges Marchais sauveront le monde ouvrier et l'industrie française. Mais il ne s'inquiète pas, son inévitable et prévisible d'ailleurs appel à voter François Hollande lui vaudra bien une bonne place d'écarisseur de peuple, je veux dire de ministre dans un gouvernement de gauche qui finira comme celui de Jules Mock par faire tirer sur les ouvriers, refusant d'accepter le sort promis aux travailleurs grecs. Et cette rage, mes amis, se transforme en sainte colère, attisée par la présence si proche de Bruxelles, cette citadelle de la finance, cette commandanture de la banque, des multinationales, cette maison de servitude, celle qui broie les peuples et envoie aujourd'hui les Grecs à l'abattoir avant de nous y conduire demain. Mais du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez, ennemis de la France,
Roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran, descendez au cercueil. Car voilà que s'élève dans le monde une grande espérance. C'est le combat des nations contre la mondialisation. Oui, face à la tyrannie du profit, à cette loi d'airain de l'égoïsme et de la cupidité, produisant chaque jour des bénéfices plus obscènes, face à ces rémunérations honteuses, voilà que s'oppose la grande fraternité des peuples. Car ces milliards engrangés par les multinationales dans cette période de crise, fruit de leurs erreurs, ne les empêchent pas de réaliser des profits historiques, produits scandaleux de la sueur des peuples. La crise? Mais quelle crise? Et pour qui? Lorsque les rémunérations flambent comme jamais, que les profits explosent comme jamais, et que jamais n'a été aussi riche une aussi petite minorité. C'est de cette minorité dont Nicolas Sarkozy a été le président durant 5 ans. Et il entre en campagne et croit pouvoir prendre prétexte de la crise pour expliquer tous ses échecs, refusant d'ailleurs au passage d'assumer sa propre responsabilité. Sa stratégie, mes amis, vous l'avez déjà décryptée. Elle est conforme au coup de 2007. Souvenez-vous, nous raconter un conte de fées dans lequel la France, pendant 5 ans, n'aurait été gouvernée par personne. Et dans lequel le candidat Sarkozy serait radicalement différent d'ailleurs du président sortant. Pas de bilan, pas de passif, oh là là, pas de passé. Et quelques grosses, bonnes annonces bien électoralistes, complètement déconnectées de ce qu'il a fait pendant tout le long de son mandat pour mieux manipuler. Vous savez, la stratégie du « plus c'est gros, plus ça passe ». Sarkozy, le candidat des puissants devenu par un coup de baguette médiatique le candidat du peuple, comme une insulte à l'intelligence de ce même peuple, à sa capacité de jugement, l'ultime marque de mépris d'une présidence ratée. Mais croit-il autant à son impunité qu'il pense que la France, victime, contrite et consentante, la France volée, trahie, trompée, serait atteinte d'une sorte de syndrome de Stockholm et voterait encore pour son geôlier? Français, au-delà de sa politique, des choix qu'il a durant 5 ans portés, de la défense du plus fort, toujours, au détriment du plus faible. C'est cette absence de morale publique que vous devez sanctionner. N'y aurait-il donc plus dans notre pays aucun sens de l'honneur, plus aucun respect de la parole donnée? N'y aurait-il plus de capacité d'indignation face au mensonge, à la morgue, au cynisme, pour que certains envisagent encore de donner leur voix à Nicolas Sarkozy? N'est-ce pas faire œuvre de salut public? N'est-ce pas le devoir que nous avons de l'exigence d'exemplarité que de sanctionner dès le premier tour, avec une fermeté totale, celui qui s'est tant moqué de la confiance que le peuple lui avait accordée? Comme un signal, mes amis, très clair, à tous ceux dans la vie politique qui font ou qui seraient tentés d'agir comme lui. Oui, mes chers amis, les Français ont déjà mis beaucoup de cartons jaunes à Nicolas Sarkozy pendant son mandat. Mais en avril prochain, ils crieront leur révolte. Halte aux imposteurs, halte aux menteurs. Vive la saine révolte du peuple de France, la révolte populaire que j'incarne. Le 22 avril prochain, peuple de France,
mettez à Nicolas Sarkozy un carton rouge. Expulsez-le définitivement du terrain. Là, je crois qu'il va vous entendre. Voilà ce que vous direz le 22 avril. Dehors! Mes amis, le grand secret de cette présidentielle, c'est que cette crise dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée n'est que le simple alibi de notre asservissement. Le moyen de faire payer par des millions de citoyens, de contribuables, d'employés, d'ouvriers, d'agriculteurs, de pêcheurs, de commerçants, de fonctionnaires, de petits patrons, par nous tous, en un mot, par nous tous, les erreurs de nos banquiers et de nos gouvernants et de nos banquiers. Et cette crise n'aurait qu'une seule issue, la diminution de notre niveau de vie et de nos prestations sociales, qu'un seul horizon, le chômage de masse et les emplois sous-qualifiés, le partage du travail entre miséreux, miséreux d'aujourd'hui, miséreux en devenir, miséreux de demain. Cette religion nouvelle, ce futur obligé, le nouveau clergé des experts et des journalistes les prêche sur tous les tons et sur toutes les antennes. Cette nouvelle caste experte en procès, en sorcellerie contre ceux qui luttent réellement contre le système, osais-je dire, contre celles qui luttent réellement contre le système, Marine Le Pen. Le traitement, mes amis, le traitement qui m'est réservé en fait foi. Alors qu'ils sont si complaisants et si dociles avec les riches et les puissants. Mais ces experts, ces professionnels des plateaux de télévision, ceux qui, avec arrogance, jugent de la crédibilité de notre programme, est-ce que ce ne sont pas ceux qui se sont tous trompés depuis plus de 40 ans? N'ont-ils pas tous, depuis plus de 40 ans, rien vu venir? N'ont-ils pas été les turiféraires, les apôtres zélés de l'eurofort, fossoyeurs de notre pouvoir d'achat et de notre industrie, de nos emplois? N'ont-ils pas défendu l'Europe avec ses frontières passoires, ses réglementations insensées et son alignement inconditionnel sur l'Amérique? Alors, sachez, mes chers amis, que s'ils nous regardent de haut, c'est qu'ils sont jugés sur l'Himalaya de leurs erreurs. Un peu plus de modestie et de décence donc pour tous ces journalistes et tous ces experts qui n'ont jamais posé une seule question gênante, n'ont jamais rappelé ni les promesses non tenues, ni les mensonges de tous les gouvernants, de droite ou de gauche au pouvoir, ou dans l'opposition qu'ils ont caressé plutôt qu'interrogé. Non, les procès les plus sévères, les pinaillasses insensés, les analyses de la pensée, de l'arrière-pensée, de l'inconscient le plus profond ne sont réservés qu'à moi. Le décortiquage minutieux est toujours orienté, vous aurez remarqué d'ailleurs, pièce par pièce,
mot par mot de mon programme ou de mes positions politiques. Ils me les réservent. Et, miracle de leur génie collectif, sans m'avoir lu ni écouté. D'ailleurs, quand avez-vous entendu parler de mon dernier livre? Quand avez-vous lu une critique argumentée? Nulle part. Jamais. Leur agressivité, leur impolitesse, leurs propos acides, leur regard goguenard, leur arrogance, ils me la réservent à moi. Mais vous me direz, grâce à eux, j'ai passé l'agrégation d'économie. Et j'ai aussi passé le concours de l'ENA et peut-être demain encore le Nobel d'économie. Merci. Si. D'ailleurs, si par malheur je donne la marque de mon rouge à lèvres, on me demandera si j'en connais le mode de composition, les moyens de sa fabrication et bien sûr le nom et l'adresse des ouvrières qui le fabriquent. Je crois même pouvoir vous dire que si quelques jours avant l'élection présidentielle, pour montrer à tous que je suis capable de faire des miracles et de sauver la France, si je suis élu, je convoquais la presse sur les bords de la Seine et que je la traversais en marchant sur les eaux, vous savez aussi bien que moi que le Figaro titrerait « Marine Le Pen ne sait pas nager ». Mais si ce traitement est réservé à moi et à moi seul, c'est qu'ils savent tous que je suis la voix du peuple, la voix de notre peuple, votre voix. Faut-il, mes amis, que vous criez fort pour qu'ils vous entendent? Alors que cette voix, ils l'étouffent, ils la nient. Ils ne veulent pas l'écouter comme ils n'ont pas voulu l'entendre quand vous avez refusé le traité constitutionnel européen et qu'ils l'ont appliqué contre votre volonté par le vote du Parlement. Alors, puisque je viens vous appeler à ce grand combat qui s'engage aujourd'hui dans le monde, celui des nations contre la mondialisation, j'entends déjà les hurlements de tous ceux que je viens d'évoquer. Je les vois déjà trépigner sur leur fauteuil de direction en paraphrasant Mitterrand. La nation, c'est la guerre. Le libre-échange, c'est la paix. Le libéralisme serait la paix. Mais bien sûr que non. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. De la Serbie à l'Irak et à l'Afghanistan, le libéralisme, c'est la guerre. Comme le démontreront demain l'Iran, le Pakistan peut-être. C'est guerre. C'est guerre. C'est guerre, mes amis, pour le pétrole, maquillés comme des filles de joie, sous le prétexte d'apporter la démocratie au peuple, mais en réalité, pour étendre encore le terrain de chasse des rois de la finance et des seigneurs de la banque. En vérité, je vous le dis, l'alliance des nations libres, c'est la paix, la croissance retrouvée, le commerce équitable restauré, la concurrence organisée, équilibrée pour le développement harmonieux des nations dans le respect de la véritable écologie, pas celle du retour au Moyen-Âge et à l'élevage des chèvres sur le Larzac, éclairé à la lampe à pétrole, mais l'écologie réelle, celle qui permet à chacun de vivre et de travailler dans son pays, de produire national et donc de moins transporter, de moins polluer, de s'épanouir dans son cadre de vie avec ses traditions et ses différences qui sont la richesse du monde. Ces différences, mes amis, ces différences qui rendent l'univers si magnifique,
si variés, si divers, si chatoyants, ces littératures si passionnantes, ces langues, ces musiques, ces arts, ces cuisines, objets de tant de voyages, d'exploration et cause de tant d'émerveillements. Français, Italiens, Espagnols, Allemands, Serbes ou Maliens, Marocains, Algériens, mais aussi Kirghizes, Yakoutes, cette grande variété des nations et des hommes, voilà ce qui rend le monde si beau, dans sa chatoyance, dans ses contrastes et dans ses oppositions. Et nous le voulons ainsi. Cet univers maintenu aussi divers qu'aujourd'hui, à la différence de ceux qui ne s'intéressent qu'à la diversité animale ou végétale. Eux qui veulent transformer l'ensemble de l'humanité en un gigantesque supermarché, où l'homo economicus, consommateur compulsif, gavé de Coca-Cola ou de McDo, les yeux rivés sur un écran Sony ou Samsung, chaussé d'Adidas et portant le survêtement et la casquette à l'envers, oublie son histoire et ses traditions au profit des multinationales qui l'exploitent à coups d'entente et de fausse concurrence. Et on le déracinera, mes amis, demain. On le déracinera demain dans une immigration qui n'est plus jamais un choix de vie, mais une obligation de la misère, un déplacement forcé, la quintessence de l'esclavage moderne, pour résister à cet enfer de l'uniformisation, à l'instauration de cette fourmilière de clones interchangeables au chômage. À 50 ans, il n'y a qu'une solution, qu'un seul espoir, c'est l'alliance des nations libres, ce concert des nations indépendantes. Le seul rempart contre la guerre du tous contre tous, au nom de l'égoïsme libéral érigé en vertu cardinale. Cette solidarité entre nations du monde, elle est nécessaire, elle est indispensable. Abandonnons-nous ainsi la nation grecque, nos frères grecs, pour les laisser seuls face à l'équarrissage européen. La morale, la justice nous l'interdisent, car nous ne pouvons laisser payer par l'ensemble des Grecs les plus démunis les erreurs de leurs banquiers, de leurs gouvernants, alliés depuis des années avec les banquiers et les gouvernants européens. Mais c'est aussi l'intérêt bien compris de la France, notre intérêt national, qui est le même que celui des Grecs aujourd'hui et qui doit nous conduire aussi à nous y opposer. Comme nous devrons nous opposer au sort réservé demain aux Portugais et aux Espagnols, après-demain aux Italiens, avant que Bruxelles ne finisse par nous. Chers amis, ça ne vous a tout de même pas échappé. Vous le voyez bien. Nicolas Sarkozy a commencé le travail de préparation. Nous menons tout droit à l'abattoir européen, cet eurofascisme dont parle Emmanuel Todd. Notre indigne président, Nicolas Sarkozy, qui n'a de cesse de vanter l'Allemagne et son absence de salaire minimum. Lui qui ne rêve que de fusion entre nos deux pays, de l'alignement de nos fiscalités et de nos systèmes de protection sur le moins-disant allemand. Lui qui pense tous les jours en se rasant aux gants de fer de Madame Merkel. Le discours de Toulon II était bien le naufrage de la souveraineté française. Prononcé par un Sarkozy ignorant d'histoire à l'endroit même où la flotte française se sabordait en 1942. Car ce candidat de la France morte, vous l'avez déjà vu à l'œuvre depuis 15 ans déjà, qu'il est ministre ou président, de la parole d'ailleurs surtout, pour parler vite et haut, mais pour ne rien faire. Et il fera demain la même chose qu'il a fait hier, c'est-à-dire rien de ce qu'il a promis. Et le peu qu'il a fait, c'est abandonner la souveraineté française pour permettre aux financiers de nous imposer les cures d'austérité que nécessite la défense de leur patrimoine, de leurs économies, de leurs placements. Mais si vous lisez François Hollande, vous saurez aussi à quelle sauce vous serez mangé. Car il faut lui rendre cette justice, il parle parfois en vérité. Je ne peux évidemment
m'empêcher de le citer. La gauche a été au gouvernement pendant 15 ans, au cours desquels nous avons libéralisé l'économie, ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n'y a rien à craindre, a-t-il avoué dans une interview donnée cette semaine à l'étranger. Mais tout est dit. Mais ne sifflez pas, c'est la vérité. Pour une fois qu'il y en a un qui dit la vérité. C'est pas si souvent. Mais que vous faut-il de plus? Tout est dit sur l'UMPS en si peu de mots, avec ce bonheur d'expression qui fait la qualité essentielle de François Hollande. En cette élection présidentielle, il n'y a donc plus ni droite ni gauche, mais seulement deux candidats de la banque et de la finance. Deux candidats du libéralisme mondialisé et de la mort des nations. Deux synonymes de la mondialisation la plus brutale et la plus aveugle. Alors pour défendre nos propres intérêts, ceux de la France et des Français, il faut rassembler toutes les nations, de la Grèce aux nations et aux peuples africains, aux richesses pillées par les grandes multinationales, toutes ces nations piétinées par la mondialisation. L'Afrique, qui s'est toujours appuyée sur des dirigeants corrompus, toujours soutenus par l'Europe, avant qu'elle ne les abandonne quand ils ne servent plus, comme l'ont été les anciens invités de notre président, Ben Ali, Moubarak, Kadhafi, Bachar el-Assad. Alors, en effet, il est venu le temps de la renaissance des nations qui doivent s'unir. Parce que face à ce capitalisme financier mondialisé, à ce libéralisme sans limite, à cette loi du libre-échange qui n'est que l'idéologie de l'exploitation, face au slogan des patrons de banques, des sociétés du CAC 40, face à ces multinationales et aux gouvernants de droite et de gauche qui les soutiennent et dont l'unique devise est « riches de tous les pays, unissez-vous », moi j'oppose « patriotes de tous les pays, unissez-vous ». Oui, patriotes, unissez-vous, patriotes, rassemblez-vous, car cette fraternité des nations, c'est la seule arme à opposer à la cupidité des profiteurs internationaux et de ceux qui les soutiennent, les gouvernants de droite et de gauche. C'est l'antidote aux serviteurs du système. Fraternité. Ce mot toujours oublié de notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, bien sûr, entre membres d'un même peuple, d'une même nation, mais fraternité aussi entre tous les hommes qui, enracinés dans des patries charnelles, savent que l'État national est le seul qui peut empêcher le talon de fer de ce capitalisme mondialisé de les écraser sous sa loi. Car, mes amis, ne vous y trompez pas, la liberté dont ils parlent et dont ils se gobergent jour après jour, c'est celle du renard dans le poulailler, celle qui permet au fort d'exploiter le pauvre, celle qui empêche le travailleur de défendre ses droits tellement il a peur du chômage. C'est la liberté de l'immigration qui interdit au travailleur de défendre son salaire puisqu'un plus malheureux que lui fera la même chose pour moins cher. La liberté dont ils parlent, c'est celle qui leur permet d'avoir fait passer le multiple de rémunération entre le salaire d'un patron du CAC 40 et d'un ouvrier de 20 à 200 fois. Vous le voyez bien, la liberté et l'égalité ne sont rien si elles ne sont pas réunies par la fraternité, transcendées, sublimées par la fraternité. Et cette fraternité, elle ne peut s'exercer évidemment qu'en dans le cadre de la nation. Car ces messieurs qui se glorifient, se targuent de défendre la République, mais quelle République défendent-ils?
La République populaire de Chine, la République islamique d'Iran, l'Union des républiques socialistes soviétiques de Staline, comme si la République était un concept déraciné, évanescent, sans attache. Notre République, la République, n'est universelle, n'est un apôtre de la liberté, de l'égalité et de la fraternité que parce qu'elle est française, essentiellement française, charnellement française. Chers compatriotes, la République déracinée dont il parle, ce n'est plus le cadre indépassable de la démocratie, puisqu'en l'arrachant à son cadre national, ils l'ont coupé du terreau qui la nourrissait. Oui, la nation, c'est le cadre de la démocratie républicaine, celle où le citoyen a sa place et où il participe à l'œuvre commune par l'exercice de son droit de veto, grâce au bulletin de vote, qui est l'ultima ratio du citoyen dans une véritable démocratie. Une démocratie où le pouvoir du peuple, celui qui l'exerce à chaque élection, ne lui est pas confisqué. Quand on ne transforme pas son non à l'Europe en oui au traité européen en l'imposant par le Parlement, ou quand on ne tente pas d'empêcher une candidate, vous voyez laquelle, je suppose, représentant de 20 à 30% des électeurs, de se présenter à l'élection présidentielle. Mais vous savez, vous verrez que ces monstruosités démocratiques n'ont été possibles encore et toujours que grâce aux mensonges. Déclarés, déclamés même, assumés, relayés, amplifiés, souvent. D'abord, le premier de ces mensonges, qui est un mensonge généralisé sur les valeurs de la République. Il a commencé parce qu'il n'y a pas de République sans nation et de nation sans souveraineté. Ainsi, quand on va à Bruxelles abdiquer l'ensemble des éléments essentiels du pouvoir régalien de l'État-nation, en commençant d'ailleurs par la monnaie, on est un État asservi. Ce mensonge généralisé sur les valeurs de la République, il a continué avec le communautarisme, institué comme moyen de gouvernement par Nicolas Sarkozy. Toutes les communautés peuvent maintenant bénéficier des promesses et des actions aujourd'hui, non seulement de Nicolas Sarkozy, mais aussi de François Hollande. Toute la nation fragmentée en communautés oublieuses de l'intérêt général, elles qui sont les enfants chéris de tous les candidats du système. Ce mensonge généralisé sur les valeurs de la République s'est poursuivi avec les atteintes permanentes à la laïcité, sollicitée, obtenue bien sûr, par les plus extrémistes de toutes les religions et en particulier, vous le savez, par les islamistes radicaux. Je ne les confonds pas et vous ne les confondez pas, bien sûr, avec l'immense majorité des Français de confession musulmane qui veulent pratiquer leur foi dans le respect des lois et des valeurs de la République. Mais quand on sait que l'ensemble des abattoirs d'Île-de-France font du halal à l'insu des consommateurs, avec la complicité gênée du gouvernement et l'excuse inadmissible de la nécessité économique, que l'ensemble des abattoirs d'Île-de-France violent la réglementation sur l'étourdissement des animaux en les soumettant à une mort violente et d'une brutalité insoutenable. Que donc, sans que nous le sachions, tous les abattoirs d'Île-de-France se sont donc soumis à une règle imposée par une minorité, mais on a des raisons d'être révoltés. Ce mensonge généralisé sur les valeurs de la République, il s'est amplifié, mes amis, avec la discrimination positive dont monsieur Descoings, vous savez, le directeur de Sciences Po, celui qui avait été condamné pour diffamation à l'égard de Jean-Marie Le Pen, lui, s'est appliqué la discrimination positive. C'est passé par une augmentation spectaculaire de son salaire. C'est moi d'abord pour lui, la discrimination positive. Mais qu'est-ce que c'est que cette discrimination positive?
La discrimination positive, elle représente pour nous l'insupportable et hideux rejet de toutes les valeurs républicaines d'égalité devant le concours, devant l'examen, la seule protection du pauvre et de l'anonyme. Ce mensonge généralisé sur les valeurs de la République s'est incarné comme un symbole paroxystique dans la destruction de notre école républicaine. Autrefois garante de la mixité sociale et de l'ascension à une condition supérieure possible alors pour chaque citoyen. Et voyez-vous, mes chers compatriotes, cette longue litanie des atteintes à la nation, à l'unité nationale, à la République et à la démocratie n'est rien à côté du monstrueux mensonge que je veux dénoncer ici avec vous. Il est en effet une imposture encore plus grande que je veux ici dénoncer pour rendre à l'ensemble du peuple français et à vous tous un solennel hommage. C'est devant l'immense dignité des Français face aux injures et au mépris que je m'incline. Car le mensonge le plus éhonté, c'est celui qui fait du peuple de France un peuple de beaufs, égoïstes, veules et racistes. Surtout celui qui veut voter pour Marine Le Pen. Or, mes chers amis, je vous le dis, vous qui apportez vos voix à la candidate de la nation et de la République, vous êtes ceux qui croyaient encore aux valeurs de fraternité, de liberté, de tolérance et d'honneur. Car mes amis, s'il existe sûrement des citoyens égoïstes, avares, lubriques et racistes, ils appartiennent à la classe dominante, celle de l'argent, du pouvoir. Ils ne sont pas chez nous. Oui, ces individus qui vont fêter la victoire aux Fouquet's, dénonciateurs de soi-disant mal-pensants, vomissant tous ceux qui ne seraient pour eux que d'affreux franchouillards. Ces affreux mêmes qui considèrent que l'assaut sexuel contre une femme de chambre ne serait rien quand on fait partie des puissants de ce monde. Ceux-là, oui, sont les seuls, ceux-là sont les seuls bien conformes à leur description. C'est pourquoi, en cet instant, je veux rendre hommage à notre peuple et à son histoire. Chaque fois que la France a été menacée, de Bouvines où les milices communales sauvèrent Philippe Auguste, au temps où toutes les jeunes filles de France filèrent pour payer la rançon de Duguesclin, de Jeanne d'Arc aux volontaires de Valmy, on n'a jamais fait appel en vain à notre peuple, aux petits et aux sans-grades. Rappelez-vous aussi que lors de la Commune de Paris, quand le petit peuple des ouvriers, artisans et petits patrons se souleva en refusant de livrer ses canons aux Prussiens, ce fut Versailles, l'autre nom de Neuilly, qui signait une paix honteuse avec l'Empire allemand pour pouvoir dès le lendemain commercer de nouveau. Et notre peuple, de Verdun au plateau des Glières, de la reconstruction d'après-guerre au traité de Maastricht, c'est celui de la grande nation. C'est la France éternelle rassemblée, c'est la France unie, c'est la France toujours ressuscitée dont l'avant-garde est ici aujourd'hui. Alors, dans ce grand moment de communion patriotique, où tous les Français se rassemblent, c'est le moment de prononcer ces paroles solennelles qui doivent être dites pour que les sourds entendent. Et vous allez les applaudir, je le sais, parce que nous avons les mêmes convictions. La France, notre mère patrie, aime tous ses enfants, ses fils aînés et ses fils cadets, les Français de vieille souche, objet de toutes ses attentions, mais aussi
ses fils plus récents. Parmi tous les fils de France, il y a, mes chers compatriotes, pas de différence de Français immigrés ou de Français de souche, il y a des Français. Français de naissance ou Français naturalisés. Et quand ils ont acquis la nationalité française dans le cadre des lois de notre République, qu'ils en respectent l'esprit et les valeurs alors. À eux comme à tous les autres s'applique la priorité nationale qui veut que la nation française, le gouvernement français, fasse la politique pour les Français d'abord. Oui, la France aime tous ses enfants, tous les Français, et c'est pour cela qu'elle doit aujourd'hui, dans notre situation de crise, lutter avec vigueur contre l'immigration clandestine, contre ce fléau qui frappe aussi les Français qui, lors des dernières décennies, nous ont rejoints. Car voilà le temps venu, mes amis, du rassemblement, de l'unité nationale, la vraie, celle qui réunit, dans les temps où la patrie est en danger, tous les hommes, toutes les femmes, de droite comme de gauche, sans distinction, croyant au ciel ou n'y croyant pas, de toutes conditions, de toutes origines, patriotes d'abord, tous réunis par la volonté de servir la patrie menacée. Dans ce moment, dans ce mouvement d'unité nationale, seul capable d'entamer la résistance de cette mondialisation mortifère, de servir de rempart contre ce libre-échange généralisé qui broie les peuples, menace nos emplois, nos salaires, notre protection sociale, notre identité même. Oui, il nous faut un nouveau Conseil national de la résistance, indispensable à la nécessaire refondation que j'entends entamer demain. Mes amis, cette refondation, elle est la seule qui peut nous permettre de nous redonner un avenir, de faire espérer un futur exaltant pour nos enfants. Et dans ce grand combat qui commence, nul ne demande ni le passé, ni les origines, ni le parti, ni les convictions anciennes. Une seule suffit, l'amour de la nation et de la République, la certitude que notre destin d'homme libre, c'est de s'enraciner dans notre patrie pour en faire un lieu retrouvé du développement harmonieux des hommes et des femmes de France. Il faut seulement partager la conviction de reconstituer un État influent et juste qui mettra au pas les grandes féodalités financières et bancaires des grandes multinationales, cette mafia d'exploiteurs que personne aujourd'hui ne contrôle ni ne limite. Il faut aussi être convaincu que toute sortie de crise ne peut s'envisager que dans un juste partage des sacrifices à consentir pour restaurer la situation de la France. Car rien n'est plus inadmissible, plus toxique pour la survie de la démocratie que la coexistence d'une richesse insolente et d'une misère inacceptable. Sans la justice sociale, il n'y a pas de nation rassemblée, forte, unie. Il n'y a pas de réforme possible si un gouvernement comme celui de Nicolas Sarkozy ou celui que voudrait instaurer François Hollande, c'est le même, n'est que le gouvernement des intérêts des banquiers. Alors, puisque nous sommes Français, c'est Blaise Pascal qui nous dit qu'il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. Voilà l'urgente nécessité. L'urgente nécessité de l'action pour que les hommes retrouvent la maîtrise de leur destin, c'est-à-dire soient autre chose que les pièces anonymes et interchangeables de ce grand mécano économique qui ne tourne plus d'ailleurs que pour produire aujourd'hui que du chômage, de la baisse du niveau de vie, de l'insécurité pour le plus grand nombre. Il nous faut donc remettre l'homme, le citoyen, au cœur de l'action politique. Proclamer que l'économie n'est qu'un moyen, que l'économie est faite pour l'homme et non l'homme pour l'économie.
car l'homme ne vit pas que de pain. Il vit aussi d'éducation, de santé, de culture, de temps libre. Il vit de projets, de l'espérance de s'élever au-dessus de sa condition, de se créer un destin pour lui et pour sa famille. Alors nous, Français de la grande nation, mère des arts, des armes et des lois, oublions-nous que Louis X le Hutin, le 13 juillet 1315, supprimait l'esclavage par ce magnifique édit qu'il promulguait et dont la disposition magnifique indiquait que poser le pied sur le sol de France affranchissait. Le peuple de France s'est-il depuis si longtemps battu pour briser ses chaînes, pour permettre que le roi Albert puisse dire « Le génie de la France est une source où de tout temps puisa la pensée des peuples libres », pour oublier tout cela à l'aube de ce XXIe siècle? Le peuple français a-t-il porté d'un bout à l'autre du monde le culte de la liberté? A-t-il aboli l'esclavage en 1848 pour accepter aujourd'hui la servitude, la prison pour dette? Car cette rigueur, n'est-ce pas le paiement par les citoyens des erreurs de leurs élites, le remboursement des dettes contractées par d'autres, La Fontaine revenue et faisant payer aujourd'hui par les fourmis que nous sommes les dépenses insensées des cigales qu'ils sont? Est-ce autre chose que veulent nous imposer les princes de la finance et de la banque, les apparatchiks de Bruxelles et l'arrogance germanique retrouvée de Mme Merkel? Oh, cette arrogance qui n'est pas non plus consubstantielle au génie national de nos amis allemands, mais bien causée par les innombrables renoncements de souveraineté nationale consentis par Nicolas Sarkozy et tous ceux qui l'ont précédé. Voilà ce qui a entraîné, les amis, lorsqu'ils ont arrimé le franc aux marques, notamment. Voilà une des raisons de la survalorisation de notre monnaie, la destruction de notre industrie, d'une partie de notre commerce, de notre agriculture. Alors quand tout le système veut continuer dans cette voie, vous le voyez bien, il n'y a plus ni droite ni gauche, ni d'opposants d'ailleurs au capitalisme mondialisé, il n'y a que des adeptes, des complices ou des collaborateurs. Et face à eux, tous, il y a cette immense foule des victimes, méprisées, trompées, maltraitées, bâillonnées. Et pour les défendre, pour faire entendre leur cri, le cri de la patrie souffrante, la voix du peuple, il n'y a que nous. Contre tout cela, tous ceux pour qui la politique est une affaire bien juteuse, un business, la simple défense des intérêts particuliers, de leurs intérêts, et dont l'unique objet est de maintenir les profits et les bénéfices qu'ils tirent de la destruction de l'État-nation et de l'État-arbitre. Contre tous ceux qui acceptent la mondialisation et son cortège de destruction de notre enracinement, de notre cadre de vie, de notre environnement, de notre avenir commun. Il y a nous. Il n'y a que nous qui leur rappelons inlassablement, corps de l'État national, garant de l'intérêt commun, il n'y a point de salut. Nous savons que seule l'union des patriotes dans notre pays, d'abord, l'alliance des patriotes de tous les pays et tout d'abord des patriotes européens est le seul moyen de sortir de ce système mortifère. Et c'est pourquoi demain cette élection offrira ce choix essentiel, déterminant, entre d'un côté les nombreux candidats du mondialisme, du libre-échange généralisé, de l'immigration, de l'insécurité, et la seule candidate qui combat au nom de la nation et de la République éléments nécessaires et indispensables du retour à la croissance et au plein emploi. Oh. Alors,
Ne croyez pas cette lutte inégale, car nous possédons un atout essentiel, l'amour de notre peuple, de la très grande majorité de notre peuple pour son pays, pour sa patrie, son immense bon sens, qui lui fit hier rejeter d'ailleurs le traité européen et il lui fera demain rejeter du deuxième tour au moins un des candidats du système, faute de pouvoir, s'il le pouvait, mes chers compatriotes, rejeter les deux. Mes chers compatriotes, la République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Moi, c'est vaincre, donc à vivre que je vous appelle. Vive la France, vive la nation, vive la République!